Alors maintenant, s'il vous plaît, quels sont les moyens qui sont utilisés, par exemple, pour connaître l'encrassement des filtres? Comment peut-on, par exemple, si j'ai par exemple une CTA, d'accord, vous savez très bien que dans une CTA, bien sûr, vous avez toujours des pré-filtres, d'accord, donc si vous avez de l'équipement comme ça, et aussi vous avez aussi des filtres, disons, qui sont utilisés. Alors, comment je peux savoir que un filtre est encrassé? Monsieur, on mesure la pression. T'as la Voilà, sortie et donc la rentrée. vous mesurez la pression ici, d'accord? Donc vous avez ici un manomètre, et vous avez un deuxième manomètre, d'accord? Et vous mesurez La pression la entre pression. les Bien deux. sûr, soit vous avez deux manomètres, vous avez directement un manomètre différentiel, d'accord? Ok? Oui. Un manomètre différentiel. Alors maintenant, donc en fait aussi, c'est important, et les filtres sont classés en fonction de quoi? En fonction du mode d'essai, n'est-ce pas? Oui. En fonction du mode d'essai, n'est-ce pas? Oui. Alors, quels étaient les quatre modes d'essai qu'on avait définis, s'il vous plaît? Monsieur, gravimétrique, Donc, c'est gravimétrique, comme vous dites, d'accord? C'est gravimétrique. Ensuite, opacimétrique. oui, alors vous n'êtes pas en train de lire. Pardon? Vous n'êtes pas en train de lire. Monsieur, كتب des notes là prochaine. Très, très bien. Bah, allez, ça, c'est La le feuille d'y plaisir de aller, vos notes, il n'y a monsieur. pas de problème. Très, très bien, d'accord? Donc, vous avez opacimétrique, ensuite, vous avez, Photométrique, donc, photométrique, d'accord? Donc, ok. Donc, photométrique, et ensuite, oui, fluorimétrique, d'accord. Photométrique, ensuite, fluorimétrique. fluorimétrique. D'accord? Ça, c'est photométrique, d'accord? Alors, bien sûr, plus le filtre est, comment dirais-je, comment dirais est efficace, plus la méthode d'essai est importante. Alors, bien sûr, la gravimétrie, opacimétrie, c'est surtout pour la gravimétrie, c'est surtout pour les filtres dégrossisseurs, donc les filtres grossiers, d'accord. L'opacimétrique, c'est des filtres fins, et ça, c'est pour les filtres ultra fins, d'accord? Ok? Ok? N'est-ce pas? Oui. Alors, maintenant, pour ces filtres. Alors, où est-ce qu'on va utiliser, par exemple, ces filtres selon leur efficacité? Pourquoi utiliser des filtres, s'il vous plaît? Par exemple, vous lisez ici, donc en fait, vous avez traitement de l'air dans les blocs opératoires. Ça, si vous voulez, c'est quoi? Donc, quand même, c'est des salles qui sont, c'est des locaux qui sont contrôlés, n'est-ce pas? Oui, non. Oui. Oui? Des salles blanches. Des salles blanches. Alors, qu'est-ce que c'est que les salles blanches? Qu'est-ce que ça représente pour vous, les salles blanches? C'est les salles Oui? Oui, allez-y, je vous écoute, allez-y. filtrer l'air. C'est ça. Oh. On doit filtrer l'air de ces salles, monsieur. En fait, les salles blanches, ce sont, si vous voulez, des locaux où, comment dirais-je, la pureté de l'air doit être très importante. D'accord? Ok? N'est-ce pas? Oui. Oui? En fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on filtre l'air de façon assez poussée. Voilà, tout simplement. D'accord? D'accord? Voilà ce qu'on a. Donc, la définition, c'est quoi? Une salle est dite en partiellement contrôlée ou salle blanche est un local ensemble de locaux dont le risque de contamination de l'eau est comprisé. D'accord? Ok? Mais vous avez des polluants, vous avez par exemple, de l'industrie de la microélectronique, l'industrie spatiale. Et ça, par exemple, vous avez des locaux, à spécifiques. N'est-ce pas? Ok? Très bien. Donc, on continue. Et donc, maintenant, donc, les classes de poussièrement, donc, en fait, ça, c'est, alors, qu'est-ce que vous en comprenez par classe d'empoussièrement, selon les normes, donc pour les salles blanches, etc. D'accord? C'est en fonction de quoi? C'est en fonction de quoi? Vous classez, disons, les classes d'empoussièrement, quantité de polluants par mètre cube dans le local que vous avez, n'est-ce pas? Ok? Selon leur taille. Nous sommes d'accord? Alors, regardez, je prends la norme, ok? Je prends la norme française ici que nous avons, d'accord? Ok? Donc, cette norme française, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne la classe, bien sûr, 4000 jusqu'à 4000, etc. Et en fait, le nombre maximum de concentration par mètre cube que vous devez avoir selon la taille. Donc, vous avez par exemple 0,5 micromètres ou 5 micromètres. D'accord?
Ok? Oui, non. Donc, ne pas oublier, si vous voulez, cette classification donc, poussièrement qui va être utilisée par la suite. Alors, maintenant, donc, les paramètres qui influencent la qualité de l'air. Ok? Alors, le premier, c'est quoi? Disons, c'est quoi? C'est la sur, n'est-ce pas? Ok? Oui. Ensuite, vous avez la filtration, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Le taux de monde. Ensuite, vous avez la diffusion. Alors, la surpression d'un local, c'est quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que la surpression d'un local? J'écoute. Allez. Qu'est-ce que c'est que la surpression d'un local? Quand le Vous local l'avez dit. Oui. quand le Pardon? local subit une grande pression. Pardon? Pardon? Oui, Le j'écoute. local, il subit une grande pression. Non, 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 attention. Alors, qu'est-ce que vous entendez par une grande pression? Monsieur, la pression d'air entrée est beaucoup plus importante que la pression d'air qui sort. Regardez. Regardez. Si je prends un local, d'accord? Ici. Bah, vous pouvez avoir par exemple des locaux qui sont adjacents, n'est-ce pas? Ok? Regarde. Ok? Donc, vous pouvez avoir par exemple des locaux qui sont adjacents. Par exemple, j'ai par exemple ici comment dirais-je, un autre local, donc ici, donc local A, d'accord? Donc, je prends par exemple le local 2 que j'ai ici, notre local 3, et un autre espace que j'appelle, disons par exemple, un couloir, etc. Tout ce que vous voulez, d'accord? Par exemple, circulation. Alors maintenant, quand on parle de surpression du local, si je prends par exemple ce local que j'ai ici, d'accord? Si je prends le local 2, que j'ai ici. Donc il y a deux possibilités. Ce local il peut être mis en surpression, ou il peut être aussi peut-être mis en dépression. Nous sommes d'accord? Oui ou non? Oui. Oui. Alors, la surpression, comment on la pratique? Quel est le but? Allez, j'écoute. La suppression d'un local, quel est le but et comment on la pratique? J'écoute, allez-y. Monsieur, elle empêche les polluants d'entrer dans un local. Très, très. Donc, en fait, si par exemple, n'oubliez pas généralement que lorsque vous avez des ouvrants, donc il se peut par exemple que vous ayez des portes, ok? C'est tout en fait logique. Vous avez des ouvrants, que ce soit des portes, ou bien si vous voulez que ce soit des fenêtres, si vous êtes usant à l'extérieur, etc. D'accord? Donc si vous avez ces ouvrants, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il se peut qu'ils ne soient pas tellement étanches. Hein, donc il laisse éventuellement passer disons, des polluants, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut, bon, on sait très bien que disons, la loi physique, donc si vous avez par exemple une certaine, par exemple, pression de ce côté, d'accord? Vous avez une certaine pression, par exemple, vis-à-vis du couloir de circulation, j'ai une certaine pression P2, ben écoutez, le mouvement disons, de l'air ou des polluants, il a lieu selon la pression qui devient importante, n'est-ce pas? Ok? N'est-ce pas? Oui ou non? Oui, monsieur. Parce qu'on sait très bien que le mouvement, c'est donné par des forces. Et bien sûr, c'est des pressions. Si par exemple P2 est supérieur à P1, qu'est-ce qui va se passer? Les polluants vont rentrer dans ce sens, de la circulation vers le local. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Si P2 est supérieur à P1, le local 2, il est mis comment? Si P2 est supérieur à P1, le local est comment? En surpression ou en dépression? Surpression. Puis tout. Non, en dépression. Parce que regardez, le mouvement, il a lieu sur la circulation vers le local 2. Donc P2 est supérieur à P1. Donc la pression P1 est inférieure à P2. Donc le local est en dépression. D'accord? Ok? Le local est en dépression. Je parle du local 2, n'est-ce pas? Ok? Maintenant, bien sûr, si j'ai, par exemple, P2 est inférieur à P1, le local il est comment? Il est Surpression. en surpression. N'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que c'est... Oui? Voilà. Donc maintenant, donc on voit bien maintenant que selon la pression qui ira d'un côté ou de l'autre,
le local, soit il est en surpression, soit il est en dépression. Regarde. Oui ou non? Monsieur, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Bien sûr, je répète. Lorsque, par exemple, vous avez pour le local 2, vous avez une pression P1 qui ira à l'intérieur du local que je veux analyser, et Oui. vous avez par exemple une pression 2 dans la circulation ou un autre local qui est adjacent. Regarde. OK? Si la pression P2 qui est par exemple dans la circulation est supérieure à P1, automatiquement le mouvement de l'air il a lieu dans ce sens, n'est-ce pas? OK? Oui. Par exemple, je prends ça, c'est le cas 1, d'accord? Regarde. Et maintenant, pour le cas 2, lorsque P2 est inférieur à P1, le mouvement de l'air, il est dans ce sens. OK? Regarde. Oui. Le mouvement des polluants ont lieu dans ce sens. Et bien sûr, ça veut dire que quoi? Ici, lorsque P est inférieur à P1, le local est en surpression, parce que le mouvement a lieu dans ce sens. Le local, il est en dépression. N'est-ce pas? Oui. C'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? Oui, monsieur. Très très bien. D'accord. Donc, alors, bien sûr, vous allez, monsieur, et comment on va créer cette dépression ou bien cette surpression? J'écoute. Alors, comment allons-nous créer cette dépression ou bien cette surpression? Est-ce que quelqu'un m'a rappelé, s'il vous plaît? On n'a pas, je pense, la dernière fois. Allez, s'il vous plaît. Monsieur, Pardon? monsieur, en la section de l'ETD. Non, non, Fola. Non, non, Fola, non. Alors, quelqu'un d'autre peut-il nous éclairer? Vous avez le schéma, s'il vous plaît? Vous avez pris le schéma, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Vous avez vu ce que j'écris, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, allez. Quelqu'un peut-il nous éclairer? L'air, c'est quoi? L'air, c'est quoi, s'il vous plaît? L'air, c'est quoi? NDB. L'air, c'est un gaz. Oui ou non? Oui. L'air, c'est un gaz. Je peux effacer, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Voilà, j'efface, par exemple, ici, donc... donc, je l'air de quoi écrire. Alors, s'il vous plaît, regardez. Comme l'air, c'est un gaz, je peux appliquer quoi? Je peux appliquer la loi des gaz, n'est-ce pas? OK? Regarde. Donc, par exemple, par rapport au local, j'ai P1VA, c'est égal à quoi? NR, bien sûr, N1, T1. OK? Regarde. Oui ou non? Et bien sûr, vis-à-vis du couloir, j'ai P2, V2, c'est égal à N2, R, T2. Les N et les N2, donc enfin, c'est le nombre de moles, donc enfin, c'est la quantité de matière, c'est la quantité d'air qui va circuler. D'accord? OK? OK? C'est pas rien d'un autre, n'est-ce pas? OK? Maintenant, qu'est-ce que vous avez ici? V1 et V2. V1 et V2. Regardez, par exemple, supposez que je mon local ici. Alors, quand je suis en train de le ventiler, qu'est-ce que je fais? J'envoie de l'air. OK? OK? J'envoie de l'air parce que quantité d'air à l'état A. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux éventuellement retrancher, donc, disons, extraire de l'air dans un état A que j'ai. N'est-ce pas? Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors maintenant, l'air à l'état A, il va être, si vous voulez, souffler à une certaine pression P1. Donc vous avez le volume V1, bien sûr, c'est la masse. Donc je peux prendre par exemple un volume V1 ici. Je vais avoir un volume V2 ici. Donc il va être soufflé à une certaine température T1, à une certaine température T2. N'est-ce pas? OK? Oui ou non? Oui ou non? Oui, monsieur. Ah, très bien. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez avoir, s'il vous plaît? Si j'ai par exemple une certaine, donc je vais avoir une certaine pression P1 et je vais avoir une certaine pression P2 ici, n'est-ce pas? OK? Oui ou non? Et donc en fait maintenant, je dois par exemple avoir un local en surpression. Qu'est-ce qu'il faut s'il vous plaît?
qu'est-ce qu'il faut? Il faut que P1 est supérieur à P2. Il faut que, oui, P1 bien est sûr, il faut supérieur à que P1 P2. supérieur à P2. Donc en fait, bien sûr, donc P1 quand vous dites, donc P1 supérieur à P2. D'accord? Ok? Oui. Ça veut dire quoi? N'oubliez pas que vous avez des débits d'air, d'accord? Donc vous avez un certain volume d'air que vous allez souffler ici, vous avez un certain volume que vous allez extraire. Donc pour le mettre en surpression, qu'est-ce qu'il faut? Regardez, vous pouvez calculer le volume ici, n'est-ce pas? Ok? Oui, non. Oui, monsieur. Bien sûr, on suppose que, par exemple, la température est à peu près la même, d'accord? Moyennant donc les choses, donc on le sépare parce que vous soufflez de l'air à une certaine température, donc vous le reconnaissez sur une certaine température, ok? D'accord? Et donc, c'est à partir des équations, donc si P est supérieur à P2, donc ça veut dire quoi? Certainement, vous avez un certain volume, d'accord, qui est supérieur à V2, n'est-ce pas? Donc, ça oui, non. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pratiquement? Ça veut dire quoi pratiquement? Ça veut dire que le volume que vous allez souffler, il est inférieur au volume d'air que vous allez extraire, tout simplement. Ok? Oui, monsieur. Donc pour mettre, si vous voulez, pour mettre un local en surpression, il faudrait que l'air qui est extrait, le débit d'air extrait, il faut qu'il soit plus petit que le débit d'air qui est soufflé dans le local. Voilà? Ok? Ok? Oui. Donc vous avez le débit d'air extrait du local. Il faut qu'il soit plus petit. Débit d'air souffle. D'accord? Tout ça. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui, monsieur, oui. Très bien. Maintenant, si je veux mettre le débit, disons, le local en dépression, qu'est-ce qu'il faut? Le contraire. Contraire, effectivement. Bon, je le mets en dépression. Il faudrait que, donc ça va s'inverser. Donc ça c'est en surpression, donc je vais mettre plus ici. Et si c'est moins, qu'est-ce que je vais avoir? C'est l'inverse. Le débit d'extrait est supérieur au débit d'air soufflé effectif. N'est-ce pas? Oui ou non? C'est bon? Très bien, voilà. Donc l'histoire de surpression et dépression, c'est clair. Et je pense que je vous avais dit que, allez voir le document sur le cours de climatisation, il y a un chapitre spécifique sur la mise en dépression ou en suppression des locaux, comment on fait. On peut calculer exactement la quantité d'air que l'on doit, si vous voulez, extraire ou bien si vous voulez souffler pour avoir une certaine dépression. Parce que je fixe la dépression. Alors vous savez très bien que pratiquement parlant, les dépressions pratiquement, les dépressions pratiquement, elles peuvent aller jusqu'à, si vous voulez, bien sûr, si j'ai 0, le delta P qui est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai delta P égale 0, donc entre la différence entre l'entrée et la sortie, ça veut dire que le local est neutre, d'accord? Le local est neutre. Donc si j'ai le delta P qui est positif, ça veut dire quoi? Il est en quoi? En surpression. Et si le delta P, si vous voulez, est négatif, il est dépression. Ok? C'est ça? Alors, bien sûr, les valeurs des dépressions ou des surpressions, bon, ça va chercher, pratiquement, si vous voulez, ça va varier de 0 Pascal, d'accord? Et ça va augmenter comme ça, bien sûr. On peut aller jusqu'à 30 Pascal. Donc, on peut avoir 0, d'accord? 5 Pascal, 10, 15, 20, 30, jusqu'à ce que vous arrivez, si vous voulez, à 40, etc. D'accord? Vous avez maintenant des valeurs de 0 pratiquement jusqu'à 40 Pascal, selon ce que l'on veut. Regarde? Oui ou non? Oui. Et donc, de ces équations, si vous fixez le delta P, vous connaissez le volume que vous soufflez certainement, vous pouvez calculer, le volume qui doit être extrait, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Regarde. Ok? Ok. Ok? Très bien, merci. Donc, le problème de surpression classique. Maintenant, la filtration de l'air. La filtration de l'air, on l'a vu, c'est le choix du type de filtre. De quoi? Le choix du type. Grossier, fin, ultra fin, etc. D'accord, ok? Regarde.
Et bien sûr, selon si vous les applications, bien sûr, peut avoir des approches, des filtres plats, d'accord, des filtres, si vous voulez, à déroulement, etc., etc., ou des filtres, si vous voulez, comment dirais-je, dièdre, donc pour augmenter la filtre. Alors, le taux de renouvellement, qu'est-ce que vous entendez par le taux de renouvellement d'air? J'écoute. Monsieur, combien de fois on doit changer l'air? D'accord. Combien de fois vous devez changer? Bien sûr, le taux de renouvellement d'air, soit par exemple, vous avez un certain débit que vous devez introduire au cas, d'accord, c'est par exemple en fonction des occupants, en fonction du process, disons, de travail que vous avez dans votre local, ou le taux de renouvellement d'air, en fait, c'est qu'est-ce que c'est quoi? C'est qu'on appelle généralement N. Donc c'est quoi? C'est le nombre, d'accord, le nombre de changements du volume du local, ok, et par heure, c'est ça? Ok? Oui. Voilà, donc en fait, le N, ça me permet de calculer, disons, le débit, le volume, disons, de l'air neuf, tout simplement. Ok? Regarde. Ça, c'est donné par la réglementation, s'il vous plaît. Ça, c'est donné par la réglementation. Regarde. Et maintenant, le dernier point, c'est la diffusion de l'air. Alors, la diffusion de l'air, c'est quoi? La diffusion de l'air. J'écoute. Miette, je vous écoute là. Je vous entends pas, tout Miette. Quelqu'un peut-il parler? Je vous entends pas, tout Miette. Alors, quelqu'un peut-il me dire que représente la diffusion de l'air? On a vu le cours, on a vu le cours, n'est-ce pas? Oui? Monsieur, le type de diffuseur. Alors, la diffusion de l'air, on l'a vu, donc c'est en fonction des quoi? C'est en fonction des UTD et en fonction des UTE. Oui. Regarde la machine, bien sûr. Il n'y a pas que la position, vous avez aussi les vitesses. Regarde. Ok? Oui, monsieur. Vous avez, ça c'est très important. Et ensuite, vous avez aussi donc le delta T entre, disons, l'air que vous soufflez, et donc entre l'air soufflé et l'air du local, n'est-ce pas? Et l'air du local, ça c'est très important. Disons, si vous voulez voir, disons, la diffusion de l'air, n'est-ce pas? Non. Ça c'est très important à considérer, s'il vous plaît. Et bien sûr, donc, on va voir, donc on a commencé par la suppression. Alors, qu'est-ce que vous lisez ici? La suppression d'un local, pourquoi? Pourquoi on fait la suppression? C'est pour éviter la contamination de l'extérieur du local, considéré par les petits fonctionnaires, le manque d'étanchéité, contamination, etc. D'accord? Ok. Alors, bien sûr, comment? Voilà, donc comment, qu'est-ce que vous avez ici? Voilà un petit peu donc les delta P que l'on peut avoir. Donc ça va aller de 0 si c'est neutre, jusqu'à pratiquement 30-40 pascal au maximum. Ok? Bon. Ok. Et bien sûr, vous avez d'autres disons, possibilités, d'accord? Et par exemple, en créant des SAS. Alors, qu'est-ce que c'est un SAS? Qu'est-ce que c'est qu'un SAS? Monsieur, entrée, il y a deux portes normalement. Pardon? Pardon, Tumiette? Monsieur, c'est une entrée, il y a deux portes. Non, un SAS, c'est un espace pont entre deux espaces, n'est-ce pas? Regardez. Par exemple, si vous voulez, si j'ai mon local qui est ici, d'accord, regarde, ok. Bon, ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, si j'ai par exemple un certain espace, j'ai par exemple le local ici que j'ai, d'accord, local A, et j'ai un local 2. Alors, bien sûr, vous voyez bien que on ne rentre pas directement du local A ou du local 2 et vice-versa. Donc, si je vais comme ça, je ne vais pas aller directement. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez, par exemple, une porte ici, d'accord? Ok? Donc en fait, c'est quoi? C'est un espace temporel ou l'espace? L'espace, c'est un espace pont entre deux espaces ou deux locaux, tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Alors bien sûr, il faut toujours faire en sorte que la porte, disons les ouvrants ici, donc si vous avez la porte P1 ici et la porte P2 ici, il ne faudrait pas que je puisse les ouvrir simultanément. D'accord? Il faudrait que j'ouvre
celle-ci se ferme, et ensuite je vais ouvrir l'autre. OK? Oui. D'accord? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un sas. On va voir par la suite que généralement les sas, bien sûr, ils peuvent être, si vous voulez, utilisés pour le désenfumage des locaux qui sont alentours. C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît, hein? Oui. Alors, bien sûr, maintenant, regardez. Alors, si vous voyez, par exemple, ce qu'on a... Par contrôle. Et donc, en fait, regardez, la mise en surpression, soit on peut utiliser un SAS, soit aussi par contrôle de débit. C'est ce qu'on avait dit, non? Oui ou non? Oui. Oui ou non? Donc, regardez un petit peu. Donc, si je prends, par exemple, ce local, bien sûr, si ici j'ai 0 Pascal, donc ce local est neutre, donc ici vous avez 0 Pascal. Alors, bien sûr, regardez le mouvement des contaminants, comment ils se font. Si vous avez 20 Pascal, ici vous avez 10 Pascal. Donc, généralement, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de ici? Ben, l'air, il va partir dans ce sens. Les contaminants vont partir dans ce sens. D'accord? Et bien sûr, comme j'ai ici 20 et 10, les contaminants vont partir dans ce sens. Et quand je dis c'est 0, les contaminants vont partir dans ce sens tout simplement. D'accord? Et en fait, donc, c'est en fonction de ce qu'on appelle des gradients de pression. OK? Oui, non, c'est clair? On continue. Et donc maintenant aussi, donc, on va arriver un petit peu à la filtration de l'air. D'accord? La filtration, bien sûr, c'est pour qu'il y ait des contaminants, donc en fait, qui aillent vers les locaux que je dois contrôler. D'accord? Alors bien sûr, le principe de la filtration, c'est un filtre. Donc je mets des filtres. Je mets des filtres selon la classe souhaitée, selon le type de local que vous avez. OK? Alors regardez un petit peu maintenant, donc regardez. Et cet exemple que vous voyez ici, d'accord? Vous voyez cet exemple ici, qu'est-ce que je vais avoir? Par exemple, si j'ai une CTA, d'accord? Si j'ai une CTA ici, alors, cette CTA, alors qu'est-ce que vous remarquez dans cette CTA? Qu'est-ce que j'ai ici? Adèle chez moi. Ça c'est quoi? Un filtre. C'est un filtre. Donc en fait, qu'est-ce que vous avez? Bien sûr, vous avez bien sûr la gaine qui se trouve ici. Alors bien sûr, vous avez un recyclage tout à fait normal. Donc vous avez un recyclage qui se fait ici, d'accord? OK? Et donc vous avez un filtre. Alors le filtre, c'est l'efficacité de 100%. Et quel type? C'est type E ou pas symétrique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ou pas symétrique. Donc en fait, si vous avez ce genre, si vous voulez, donc vous commencez déjà par un filtre à 60% d'efficacité, n'est-ce pas? OK? Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un filtre à 85%, mais c'est toujours des efficacité qui sont relativement faibles. Et ensuite, lorsque vous arrivez à la fin, avant de souffler votre air, qu'est-ce que vous avez? Quel type de filtre? Oui? Quel type de filtre? Vous avez des filtres absolus. Regardez l'efficacité, elle est de combien ici? Vous lisez combien, s'il vous plaît? 99,99%, d'accord? OK? Et le type de filtration, c'est quoi? C'est quoi? C'est photométrique, n'est-ce pas? Donc, vous avez, on commence, disons, on commence ici au niveau de la CTA déjà, qu'on peut placer sous disons, des filtres assez, disons, filtrants, donc d'une efficacité assez importante selon l'application. Donc, vous commencez par des pré-filtres que vous avez ici, d'accord? Et plus vous vous approchez de la zone contaminée, vous allez choisir des filtres qui sont très performants. OK? Oui ou non? C'est clair, s'il vous plaît? Oui, Regarde. oui. Très bien. On continue ici. Et donc, en fait, vous avez par exemple ici, donc, pour les locaux que vous devez contrôler, d'accord? Par exemple, vous voyez, qu'est-ce que vous avez? Vous soufflez, donc vous devez avoir un filtre à l'entrée de la CTA, d'accord? OK? Vous devez avoir un filtre à la sortie de la CTA et un filtre aussi à l'entrée du local que vous voulez contrôler. Alors, bien sûr, vous avez les classes, les efficacités que vous avez ici. OK? D'accord? C'est bon? Continue? Bon, donc on a vu ça, donc il n'y a pas de problème. Donc la classification, on l'a vu, d'accord? Pas de problème. OK? Maintenant, le taux de renouvellement d'air. Le taux de renouvellement d'air. Pourquoi on injecte de l'air neuf? Pourquoi on injecte de l'air neuf, s'il vous plaît, dans le local? S'il vous plaît. Quel but?
du taux de renouvellement d'air, que disons, le but de l'air neuf. J'écoute, allez, dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Monsieur, pour remplacer l'air vicié. En fait, c'est pour diluer, bien sûr, pour remplacer l'air vicié, mais c'est surtout pour diluer les contaminants et les extraire vers l'extérieur, n'est-ce pas? Oui. Ok? Ouais. D'accord? Donc le taux, c'est pour diluer, disons, comment dirais-je, les polluants, et ensuite vous allez les prendre à l'extérieur. C'est comme par exemple si vous avez, prenez un exemple simple, allez, vous prenez par exemple de l'eau, hein, vous mettez un peu de pain, je sais pas, bleu, hein, avec un peu d'eau. Au fur et à mesure que vous ajoutez de l'eau, l'eau elle commence à devenir un peu plus claire, n'est-ce pas? Oui. Ça, que vous avez dilué toute la, disons, la couleur bleue dans l'eau. C'est comme ça pour l'air. Donc, plus vous ajoutez de l'air, plus il va diluer ses polluants pour, si vous voulez, extraire, rejeter vers l'extérieur. N'est-ce pas? Ok? Ok. C'est clair? Ok? Et donc, là, toujours le même problème, donc, etc. Donc, ça. Maintenant, la diffusion de l'air. Alors, la diffusion de l'air, vous voyez un petit peu, d'accord? La diffusion, qu'est-ce qu'elle permet? Donc, en fait, la diffusion de l'air, c'est quoi? C'est des modes de soufflage, c'est ce qu'on appelle les UTD, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Lorsque vous soufflez de l'air, c'est à travers unité de diffusion, ce qu'on appelle unité thermique de diffusion. Et bien sûr, lorsque vous extrayez de l'air, vous avez une unité ici, et donc c'est l'unité, oui, thermique d'extraction, n'est-ce pas? Oui. Unité, n'oubliez pas, c'est une chose, s'il vous plaît, d'accord? Donc, maintenant, elle permet d'atteindre la qualité du sur la classe, si vous voulez, désirée. Alors, sûr, si vous avez par exemple ici donc la diffusion d'air, alors, quelle est l'importance? La position des UTD et des UTD. S'il vous plaît, allez, dites-moi quelque chose. J'écoute. On a vu quand même, disons, le chapitre sur la diffusion de l'air dans les locaux, n'est-ce pas? Ok? Oui. Ben écoutez, donc en fait, la diffusion de l'air, bien sûr, c'est fonction disons, de la vitesse. Et généralement, la vitesse, c'est quoi? C'est, disons, l'écoulement. D'accord? L'écoulement de l'air peut être turbulent comme il peut être linéaire, n'est-ce pas? Ok? Oui. Nous sommes d'accord? Ensuite aussi, c'est fonction de quoi? C'est fonction de la position des UTD ou des UTE l'un par rapport à l'autre, pour ne pas avoir des zones mortes, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes d'accord que il ne faut pas les oublier quand même, d'accord? Et voilà, donc vous avez toujours ces petites utilisations. Donc, on dit des questions de filtration en terminaux. Alors, les questions de filtration en terminaux, ils sont là. D'accord? Ok? Les questions de filtration en terminaux, vous les avez ici. Juste avant de souffler, vous placez, si vous voulez, un quoi? Oui? Un filtre, tout simplement. Ok? Regarde. Maintenant, lorsqu'on parle d'utilisation de bouches de soufflage à forte induction, alors qu'est-ce qu'on appelle l'induction, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on appelle l'induction? Que veut dire induction? On se réfère toujours au chapitre, disons, comment dirais-je, diffusion de l'air. Qu'est-ce que c'est qu'une induction, s'il vous plaît? Allez. Quel est le verbe qui provient disons, du nom induction? J'écoute, s'il vous plaît. Vous ne savez pas, donc, oui, alors, induction, quel est le verbe qui provient d'induction, s'il vous plaît? Induire, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non? Oui. Donc, le verbe, c'est induire. Induire quoi? Induire quoi? Qu'est-ce qu'on induit? Oui? L'air. On induit un mouvement, d'accord? Ok? On induit un mouvement de l'air. Donc, en fait, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez, s'il vous plaît? Le fait que vous soufflez de l'air dans le local, d'accord? Donc, ça, c'est l'air soufflé, par exemple. Et vous avez l'air local, d'accord? L'air du local. L'induction, elle est fonction de quoi? Elle est fonction, bien sûr, de la position de votre
UTD que vous avez ici, mais il est fonction aussi de quoi? De la vitesse, n'est-ce pas? De la position et aussi de la vitesse. D'accord. Et bien sûr, de la quantité d'air que vous devez souffler ici. N'est-ce pas? Donc, en fait, si vous voulez, l'induction, c'est sur la vitesse et la position de votre UTD, etc. Nous sommes d'accord là-dessus. Plus l'induction est importante, plus vous avez une dépendance des polluants du local qui est importante. Et bien sûr, c'est en fonction de l'écart de température entre l'air soufflé et l'air du local, comme on a vu dans le OK? N'est-ce pas? Bon, disons l'utilisation des ventelles de surpression. Alors, les ventelles, c'est quoi? C'est des quoi? C'est des registres. Des registres de surpression pour régler le débit d'air que vous devez souffler et le débit d'air que vous devez extraire, tout simplement. C'est bon? D'accord. Très bien. Voilà. Et en fait, bien sûr, ça c'est pour maintenir, disons, les locaux propres. Si vous avez un cinquième paramètre qui est très important, c'est l'entretien des surfaces, bien sûr, et les gaines, etc., d'une manière. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Donc maintenant, vous voyez un petit peu donc, une application donc, que vous devez avoir. D'accord? Que vous devez avoir. Donc en fait, vous avez la classe 4000, donc on voit un petit peu donc, maintenir, donc en fait, s'il y a plusieurs locaux, d'accord? Si vous avez plusieurs locaux ici, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez selon les classes, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tableau de la classification européenne, d'accord? Qui allait pratiquement sur de 4000 jusqu'à, disons, 4 millions, quelque chose comme ça. Donc, vous avez, disons, les types de flux que vous devez considérer, etc. Regarde, ok? Ça, juste une application claire, donc en fait, pour choisir, disons, les types, si vous voulez, de filtres, d'accord? Le type, par exemple, ici, d'écoulement que je dois avoir, etc. Ok? Ok? Alors, justement, regardez, s'il vous plaît. Regardez, allez, on va analyser la chose correctement. Regarde, ok? Ici, par exemple, si je prends ce local 1, je prends le local 1 ici que j'ai ici, d'accord? Si je prends le local 2 qui est ici, n'est-ce pas? Ok? Regardez, ici, je délève exactement comme ça, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, regardez qu'est-ce que j'ai ici. Dans cette position 1 et cette position 2, bien sûr, j'ai aussi cette position 3 qui est ici. Regarde? Oui, non, c'est clair? Oui. Regardez, dans la position 2 et la position 1 et 2, je peux avoir un flux comment? Qu'est-ce que vous lisez ici? Turbulent. Turbulent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire turbulent? J'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire turbulent? Eh bien, écoutez, vous avez fait de la mécanique des fluides, vous avez fait la hydraulique, vous avez fait les écoulements, n'est-ce pas? Ok? Quel flux turbulent, s'il vous plaît? Monsieur, un marché. Pardon? Mais je appelé anarchique, mais on va passer disons, aux choses classiques. C'est quoi? C'est selon le nombre de Gauss. D'accord? Oui. Oui ou non? Ah, oui. Oui. C'est selon le nombre de Gauss. Donc le nombre de Gauss, il est quoi? Il est lié à la vitesse. Regarde. Ok? Oui. Il est lié aussi à quoi? À la rugosité, n'est-ce pas? Ok? Regarde. La rugosité aussi, donc vous avez aussi quoi? Donc le diamètre, ou, disons la section de votre élément, que ce soit gaine ou que ce soit tuyauterie. Donc le régime turbulent, c'est en fonction c'est surtout la vitesse. C'est surtout la vitesse qui m'intéresse. D'accord? Regarde. Et maintenant, regardez. C'est vis-à-vis de quoi? C'est surtout vis-à-vis de l'occupant que j'ai ici, n'est-ce pas? Oui ou non? Mm. Regardez, quand il n'y a pas d'occupant, s'il n'y a pas d'occupant, n'est-ce pas? Mm. Donc je peux avoir un flux d'air qui peut être turbulent, n'est-ce pas? Donc je peux souffler à grande vitesse, voilà ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. D'accord? Ok? Maintenant, si j'ai des occupants, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le de l'air, il n'est pas directement, si vous voulez, dirigé vers l'occupant. Je peux avoir aussi disons quoi? Un flux
Un flux turbulent, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, regardez, si je prends ce cas-là, et que je suis par exemple de ce côté, si je souffle, qu'il va tomber directement L'occupant. sur l'occupant. Écoutez, donc ça ne peut pas marcher, n'est-ce pas? Ça ne peut pas marcher. Et là, qu'est-ce que je suis obligé d'avoir? Je suis obligé d'avoir un flux Laminaire. laminaire. Ça veut dire que les vitesses seront faibles pour ne pas créer, si vous voulez, des turbulences au niveau, disons, de la face ou, disons, tout près de l'occupant, du local, etc. D'accord? Vous avez compris le principe maintenant? C'est toujours vis-à-vis de l'occupant. Vous avez par exemple des occupants ou pas d'occupants ou soufflage éloigné de l'occupant, on peut se permettre des flux turbulents, n'est-ce pas? Ok? Maintenant, si vous avez pas des occupants juste à côté, disons, de la zone où vous soufflez de l'air, il faut toujours veiller à ce que vous ayez un flux laminaire, c'est-à-dire que c'est des vitesses qui sont relativement faibles. C'est clair? Oui ou non? Ok? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Et donc maintenant aussi, donc, vous avez des applications que vous pouvez avoir ici. Donc, vous voyez bien, par exemple, que je peux souffler d'air selon le mode de soufflage. Je peux souffler, par exemple, de l'air verticalement, je peux souffler de l'air horizontalement. On l'a vu dans le cours de diffusion. D'accord, ok? Et donc, quand on vous dit, par exemple, que ça, c'est des vitesses qui ne vont pas dépasser 0,5 mètres par seconde, d'accord, ok? Et ici, par exemple, vous pouvez vous permettre des vitesses qui sont, comment dirais-je, jusqu'à 3 mètres par seconde. Alors, pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi ici, je dois avoir une vitesse faible, je peux avoir une vitesse élevée? J'écoute. Monsieur Machtab, la Et question. la question est claire. Ici, par exemple, diffuseur à faible induction, d'accord? Vous avez des vitesses relativement faibles, n'est-ce pas? Oui. Ok? Et si vous avez des vitesses qui sont énormes, donc vous avez 3 mètres. Et c'est 6 fois plus, n'est-ce pas? Ok? Oui. Alors, si vous soufflez ici, donc vous allez avoir, par exemple, si vous voulez, l'air descend directement. Il va pas y avoir, si vous voulez, comment dire, un mélange de l'air du local avec l'air que vous soufflez. Par contre, si vous avez des vitesses importantes, vous créez des turbulences, d'accord? Vous allez créer des turbulences et vous allez avoir, par exemple, tout l'air que vous soufflez, il va être mélangé avec l'air du local, tout simplement. Et bien sûr, diminuer les polluants que vous avez. C'est clair? Oui ou non? Oui. S'il vous plaît? Oui. Ça, donc, si vous avez, c'est des modes, par exemple, que vous avez. Alors, regardez, par exemple, ce que j'ai ici. Oui. Donc, regardez, première des choses, c'est ça, la zone à protéger. C'est là où travaillent les gens, n'est-ce pas? Ok? Oui ou non? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? Donc, bien sûr, vous avez toujours des filtres, il faut toujours utiliser des filtres terminaux, d'accord? J'ai un filtre, là, j'ai aussi un filtre. Regarde. Maintenant, dans notre cas, par exemple, de diffusion de l'air, donc vous pouvez avoir carrément une CTA, ça c'est juste une ventilation sans traitement, ok? Ça, c'est, par exemple, je peux avoir une climatisation, à ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir des filtres à l'entrée, des filtres à la sortie de votre CTA, disons, de l'unité de traitement d'air, et vous pouvez aussi faire un filtrage terminal dans la zone que vous avez ici, bien sûr, et vous avez toujours un flux laminaire, ok? Donc, ça qu'il faut, il faudrait que le local soit en surpression pour éviter à ce qu'il y ait des contaminants qui entrent à l'intérieur. C'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui. C'est clair? C'est bon? Oui. Oui? Très bien. On continue. Donc, moi, ça, si vous voulez, c'est juste, disons, comment dirais-je, des rangs. Donc, que vous allez lire par vous-même, donc, en fait, à travers l'illusion de documents que je vais vous envoyer. D'accord? Ok? Regarde? C'est bon, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui? Bon, donc en fait, vous allez un petit peu. Donc ça, c'est des coûts. Donc, le coût d'investissement, il est de combien? Donc, là, avec climatisation, vous avez le coût de, disons, de global d'investissement. Vous avez la partie qui est prise en charge par l'IM, d'accord? Par exemple, si vous avez une classe 100 000, d'accord? Vous allez avoir, par exemple, un coût d'investissement, c'est 8 000 à 15 000 euros par mètre carré. D'accord? OK? La part de la climatisation, c'est après 4 000 jusqu'à 6 000 francs. Ça, c'est ancien. Donc, c'est euros, donc par mètre carré, etc. OK? Maintenant, on va passer à des explications bien précises. Donc, maintenant, par exemple, dans, disons, le transfert de traitement d'air dans les blocs opératoires. Donc, c'est des diffusions à haut risque. D'accord? C'est des diffusions à haut risque. En fait, si vous voulez, donc, en fait, les zones à risque, elles sont classées selon la réglementation comme ça. D'accord?
Vous avez par exemple défini 4 zones à risque. Vous avez le risque faible, vous avez le risque moyen, vous avez le haut risque et bien sûr vous avez les risques très hauts. Ça c'est par exemple dans le domaine sanitaire, dans les hôpitaux, etc. N'est-ce pas? Ok? Et bien sûr, donc, sur la classification, donc, on va voir donc, les risques, disons, les facteurs risques. Et on en parle tout maintenant. Donc, un patient, si je parle par exemple le domaine de la santé, pour un patient, ils sont de deux natures. Donc, sa fragilité dépend de quoi? Donc, elle dépend de l'air. D'accord. Le type de maladie, c'est tout à fait normal. De son état immunodépressionnaire, d'accord? De la présence ou non de brûlures, etc. La nature, la durée des soins, malheur, etc. Donc, quand même, les risques, les facteurs de risque pour classer ces zones, elles sont en fonction pratiquement, si vous voulez, de ces paramètres que nous avons ici. OK? Mais en fait, bon. Maintenant, donc, vous regardez un petit peu donc, les besoins, donc qu'est-ce que nous avons dans un bloc opératoire, donc qu'est-ce que je peux avoir? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc il faudrait par exemple que les médecins eux-mêmes, d'accord, soient protégés, d'accord? Et ensuite aussi protéger aussi le patient lui-même contre les gens. Ok? Je pense que là, je vous invite à aller voir par exemple, si vous voulez, où je vais vous envoyer la documentation concernant la réglementation, disons, introduire de l'air dans disons, les locaux hospitaliers, que ce soit les chambres malades, ou selon la zone que l'on désire, d'accord? La zone 1 à 4 pratique, d'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont claires, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, d'accord? Bien sûr, les normes, vous avez les normes, donc en fait, c'est toujours la classification, la consommation des particules, etc. Ça, c'est des tableaux que vous pouvez lire par vous-même, ok? Regarde. C'est toujours la classification, donc je pense que ça, c'est juste une lecture que vous allez faire, d'accord? Ok? Donc, on vous donne, par exemple, si vous voulez, disons, la liste des blocs opératoires, donc comment il faut faire, d'accord? La filtration, le maintien des surpressions, les brassards ou de renouvellement d'air et les techniques de diffusion. Ça, c'est très important. Ça, c'est des applications directes. D'accord? Ça, c'est des applications que vous devez connaître. D'accord? Bien sûr, vous avez la chaîne de filtration, comme on la détermine. D'accord? Regarde. Les types, disons, de filtrage que nous allons avoir, les types de filtres. Et bien sûr, est-ce qu'on place les filtres, etc. Et disons, pourquoi on les utilise, etc. N'est-ce pas? OK? Ça, c'est des choses que vous devez connaître par cœur. Enfin, par cœur, non, mais il faut bien le connaître, d'accord? OK? Donc ici, donc, vous avez toutes les positions où est-ce qu'on place, si vous voulez, les filtres, les types de filtres, etc., etc. D'accord? Bien. Maintenant, bien sûr, maintenant, le maintien des surpressions. Donc, vous avez, disons, des normes, Donc, quand vous avez un plus, lorsque vous avez 0, c'est neutre, d'accord? Lorsque vous avez un plus, ça veut dire que la surpression doit être entre 15 et 10 et 15 pascal. Et un de plus, vous avez par exemple de 20 à 30. Si vous avez 3 plus, c'est beaucoup plus. D'accord, ok? Regarde. Ok? Oui. Plus on veut maintenir une zone sol propre, plus la suppression doit être importante. Oui, c'est clair? Oui, non. Oui, monsieur. Oui, c'est bon? Oui. Ben, donc, en fait, voilà, c'est juste un schéma. C'est un schéma, par exemple, que vous devez avoir. Par exemple, vous avez les zones de service dans un hôpital. Donc, qu'est-ce que vous devez avoir? Par exemple, ici, les locaux communs de service. D'accord? Locaux communs de service. Les bureaux généralement. Les bureaux, les locaux de service. La dépression doit être de combien? Le code doit être neutre. N'est-ce pas? Oui, non. Oui. D'accord? Par exemple, le sens des personnels, vous avez un plus. Ça veut surpression doit être de combien? Entre 10 et 15, n'est-ce pas? Oui. D'accord? Oui. Sens matériel, c'est entre 10 et 15. Le sens malade, donc malade, c'est entre 15. Maintenant, vous avez par exemple la préparation chirurgicale, c'est entre 20 et 30, n'est-ce pas? Ouais. De plus. Ici, par exemple, la c'est entre 20 et plus. Les sas, lorsque vous rentrez dans les zones d'opération, c'est plus important. Et la salle d'opération, c'est la plus importante. Vous devez avoir plus de 30 pascal, n'est-ce pas? Donc, vous devez avoir plus de 30 pascal. Et vous avez la zone d'éveil, donc en fait, ça c'est le domaine hospitalier. Vous avez par exemple entre 10 et 15. C'est clair, s'il vous plaît? Ça, c'est des schémas de réglementation que vous déconnez. Alors, bien sûr, quand je dis entre 10 et 15, vous savez maintenant qu'on va calculer comment je dois obtenir la pression entre des 15 ou 10, 30, c'est en fonction du volume et des pressions, bien sûr, et de température que j'ai dans mon application.
C'est clair, s'il vous plaît? Oui. Maintenant, donc, vous avez les taux de renouvellement d'air. Donc, en fait, ça, c'est la norme américaine, c'est la FS 209. Et la norme, c'est la 4401, d'accord, européenne. Ok. Et donc, vous avez les taux de renouvellement que vous devez avoir. OK? Regardez, s'il vous plaît. Lorsque vous avez une classe 4000, regardez, vous devez avoir 100 à 600 volumes par heure. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on... Hein? Si j'ai par exemple un volume, bah allez, prenez un local. Prenez un local par exemple qui fait, je dirais, 5 par 5 mètres. Regarde, ok? Par 5 mètres de hauteur. Ça fait شحال هكذا كامل 125, c'est ça? Oui. Mètre. 120 mètres cubes, ok? Oui. Donc regardez qu'est-ce que vous avez. Vous avez alors, 600 à 600, 100 à 600 volumes par heure. Je suis obligé de faire le volume, je vais multiplier donc 125 multiplié par, si c'est la classe 4000. Donc multiplié par quoi? Si je prends par exemple une valeur intermédiaire, je prends 300, regarde, ok? C'est entre 100 et 600, d'accord? Je vais avoir combien? 125, 125 000 mètres cubes par heure. C'est énorme, surtout dans la classe, si vous voulez, dans le domaine hospitalier, ok? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Alors les volumes, donc c'est le taux de renouvellement, disons, d'air du local que vous devez avoir, tout simple. Ok? Monsieur. Ok? Oui, S'il vous plaît, oui, j'écoute la lame. monsieur, vous pouvez répéter, j'ai pas compris. Bien sûr, je répète. Regardez ici, donc si je prends par exemple la classification pour choisir le taux de renouvellement d'air dans mon application. Bien sûr, c'est sur la classe. Par exemple, si j'ai la classe 4000, le taux de renouvellement des comprend entre 100 et 600 volumes par heure, n'est-ce pas? Ça, c'est le volume du local que vous avez. Le volume, c'est le volume du local que vous devez, si vous voulez, comment dirais-je, vendre. C'est clair? Oui ou non? Supposons que j'ai un local de 5 par 5 par 5. Mais ça vous fait 125 mètres cubes. OK? OK? Non, si je prends par exemple une valeur intermédiaire, ici, donc de 100 à 600, si je prends par exemple une valeur de 300. Regarde. OK? Si je prends une valeur de 300, ça, que je vais multiplier mon volume que j'ai ici par le 300. Donc 300 fois 125, ça me fait 125 000 mètres cubes par heure que je dois changer de local. Regarde. OK? Le volume, disons, je vais avoir un débit de 125, si vous voulez, mètres cubes par heure. C'est clair? C'est bon? Pas une classe européenne toujours 4 400 000, vous voyez bien que le débit d'air, ou disons le débit d'air, bon, si je prends toujours 125 cubes, si je prends 15 par exemple le minimum, donc je vais multiplier 125 par 15, n'est-ce pas? C'est grave. OK? Et le débit d'air sera plus faible. C'est bon, s'il vous plaît? C'est clair? La lame, c'est clair? La lame? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Allez, on continue. Maintenant, donc, vous avez ici les techniques de distribution d'air, ça, on les a vues, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Donc, et je pense, s'il vous plaît, alors, je vous pense, s'il vous plaît, comment dirais-je, de toute façon, les documents, je les ai, mais allez voir, par exemple, dans le document de France Air, d'accord? OK? Dans le document de France Air, vous avez, par exemple, disons, les techniques qui sont utilisées, donc, en milieu hospitalier. Donc, diffusion de l'air, regarde. Diffusion de l'air en milieu hospitalier. Regarde. Diffusion de l'air en milieu hospitalier. Vous allez voir toute la documentation, la réglementation qui est relative à ce champ. N'est-ce pas? D'accord? C'est bon? C'est bon, s'il vous plaît, là? Oui. Très bien. Arrivé, disons, dernier. Donc, bon, les flux turbulents, c'est clair. C'est pas la peine de revenir dessus, d'accord? Donc, c'est des grandes vitesses, etc., que vous allez avoir, etc. D'accord? Ça, donc, vous avez des CTA à 2 étages, disons, de filtration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 2 étages de filtration, s'il vous plaît? Si je prends par exemple le bloc opératoire que j'ai ici, d'accord? Oui.
Si j'ai un bloc opératoire, donc en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ce qu'on appelle ici, donc c'est un bloc. Je vais souffler par le haut, d'accord? OK? Regarde. Oui. Je vais souffler donc par le haut, et ensuite la reprise, soit elle se fait par le bas pour éviter à ce que, disons, l'air ne remonte, ou bien je vais la faire de ce d'accord? OK? Regarde. Vous avez toutes les indications ici. La filtration, le type de filtration, disons, à 2 étages, donc entrée, sortie, etc. Près de la CTA et, disons, à la sortie de la CTA aussi. D'accord? OK? Alors, donc, vous avez un petit peu, donc, enfin, vous avez ce qu'on appelle aussi disons, des plafonds filtrants en fait, dans les locaux du bloc opératoire, etc. D'accord? Vous avez maintenant vous avez toutes les caractéristiques que vous devez avoir. Regarde, vous avez toutes les caractéristiques que vous devez avoir, donc, etc., etc. Bon, vous avez juste des applications, ce qu'on appelle, si vous voulez, un plafond filtrant, donc à flux laminaire. Donc, c'est surtout pour les journalistes de 4 degrés, surtout dans les blocs opératoires. OK? Bon, je pense que on est arrivé à terme au niveau de ce concernant la filtration de l'air. Est-ce que vous voyez bien que la filtration de l'air est un élément très important, disons, dans les applications qui nous concernent dans le domaine de la climatisation ou simplement la ventilation. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Bien. Alors, vous avez des questions à poser avant qu'on passe à autre chose? Allez, s'il vous plaît. J'écoute. Non. Non, pas du tout. De toute façon, le document, je vais vous les envoyer. Je vais vous l'envoyer tout à l'heure, Inch'Allah. OK? OK? Regarde. Oui. Ah, maintenant, regardez, s'il vous plaît. On va passer à un autre chapitre. Alors, qu'est-ce que vous lisez ici? S'il vous plaît? Désenfumage. Le désenfumage. Très, très bien. Alors, désenfumage. Donc, vous avez maintenant le désenfumage. Alors, qu'est-ce que vous comprenez par désenfumage, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous comprenez par désenfumage? L'extraction, monsieur. J'écoute, allez-y, Khawla. Monsieur, l'extraction de l'air, il y a des fumées. Des fumées. Bien, donc, soit, oui, j'écoute. Bien sûr, vous lisez le titre, c'est quoi ça? Ça concerne quoi? Ça concerne quoi? La sécurité incendie, très très bien. Bien sûr, maintenant c'est très important, mais nous ne faisons que parler du désenfumage, parce que la sécurité incendie, vous allez le voir dans Inch'Allah l'année prochaine, d'accord? La sécurité incendie concerne quoi? Quand on parle de sécurité incendie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, sécurité incendie? C'est sécurité contre l'incendie. J'écoute, Touniat. C'est sécurité contre l'incendie. معلش bon, sécurité contre l'incendie, c'est clair, yani, mais, Oui. donc sécurité contre l'incendie, mais le but pourquoi? Quels sont les principaux motifs qui nous poussent à assurer une sécurité incendie? D'accord? Quels sont les motifs disons, qui nous poussent pour avoir une sécurité incendie, disons, comment dirais-je, parfaite? Le but c'est quoi? La sécurité incendie, le but c'est quoi? Monsieur, protéger les gens, les habitants. Très bien. Donc c'est protection des personnes, regarde. Oui. OK? Donc protection des personnes. Et ensuite? Monsieur, protection du matériel. Protection, quand on vous dit des équipements, regarde, bien sûr des équipements, mais si par exemple c'est des locaux, bâtiments, regarde, OK? Et ensuite vous avez aussi des locaux, équipements, tout ce que vous voulez, OK? Etc. Alors quel est le plus important par trois? Plutôt ces deux types de protection. Donc protéger les personnes, on prend les locaux et les équipements. Quel est le plus important? Les personnes. Évidemment, les personnes, d'accord? Mais en fait aussi, les locaux, donc en fait, il ne faudrait pas que lorsque vous êtes dans un bâtiment, il ne faudrait pas que l'organisation
le bâtiment tombe alors que vous avez toujours des occupants à l'intérieur, n'est-ce pas? Il faut conserver aussi l'intégrité des locaux, des bâtiments, n'est-ce pas? Oui. Regarde. Donc, il faut que avoir l'intégrité, conserver l'intégrité, disons, des bâtiments, et aussi, bien sûr, pour avoir une bonne protection des personnes et aussi des équipements que vous avez à l'intérieur de ces locaux. Regarde. Oui. Ok, là, on va parler maintenant, regardez. Donc, la sécurité incendie, donc c'est protection, comme vous dites, évidemment, des gens, etc. D'accord? Donc, bien sûr, lorsque vous avez un incendie, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Un incendie, qu'est-ce qu'il dégage? Des fumées. Des fumées. Vous avez des plats, Oui. ok? Et vous avez De la fumée. de la fumée. D'accord? Vous avez de la fumée. Mais en fait, la flamme, ça, c'est lié directement à la température, n'est-ce pas? Oui. Regarde. Ou non? Ok? C'est lié directement à la température. Et les fumées, c'est Des quoi? gaz. C'est les polluants, n'est-ce pas? C'est les polluants, bien sûr, elles sont chaudes, ces fumées, etc. Mais en fait, c'est surtout les polluants que vous avez qui sont émis dans l'eau. Ok? N'est-ce pas? Oui. Alors, bien sûr, pour se protéger des flammes, qu'est-ce qu'il faut? Des coupes incendies. Bien sûr, regardez par exemple, regardez s'il vous plaît. Supposons que j'ai un local comme ça. D'accord? Regardez. Donc, si je dois, par exemple, si j'ai un incendie, par exemple, l'incendie ici dans mon local, et bien sûr, j'ai des locaux adjacents, c'est clair, d'accord? Alors, première chose, pour se protéger des flammes. Donc, en fait, pour que les flammes ne puissent pas, qu'est-ce que je dois avoir? Il faudrait que les parois que j'ai ici, il faut qu'elles doivent résister, n'est-ce pas? Oui. Ils doivent résister, disons, à l'heure, etc. Donc, il faut conserver l'intégrité, si vous voulez, de ces parois. Ensuite, lorsque vous avez un feu ici, qu'est-ce que vous avez? Des fumées, n'est-ce pas? Ok? Donc, première des choses, il ne faudrait pas que les fumées partent de source, mais il ne faut pas non plus qu'elles restent dans le local. Il faudrait les évacuer. Les évacuer. D'accord? Et ça, c'est le rôle du désenfumage. Le rôle du désenfumage, n'est-ce pas? Ok? Oui ou non? Oui. Très très bien. Alors, et d'après vous maintenant, le désenfumage, enfin c'est clair, donc c'est pas sorcier, c'est juste l'évacuation, disons, des gaz brûlés ou des fumées, comme vous dites, vers l'extérieur, n'est-ce pas? Ok? Oui ou non? Oui. Si je prends par exemple, je reprends toujours mon local que j'ai ici, d'accord? Ok? Supposons que j'ai de la fumée ici. Il va se produire une certaine quantité de fumée ici. Alors pour évacuer ces fumées, je dois les évacuer à travers quoi? À travers des ouvertures. Oui ou non? Oui. Ok? Donc je dois évacuer ces fumées à travers les ouvertures. Et ça, c'est ce qu'on appelle quoi? Un exutoire. D'accord? Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle un exutoire. Donc, ça s'appelle un exutoire. D'accord? Ça s'appelle un exutoire. Ok? Donc, disons, les ouvertures par lesquelles on extrait les fumées s'appelle exutoire. D'accord? Ok? Oui. Et ça, le but maintenant pour nous, c'est surtout de les dimensionner en fonction, si vous voulez, de la quantité de fumée qui est produite dans le local. N'est-ce pas? Ok? Et bien sûr, le désenfumage fait partie, si vous voulez, aussi de la ventilation. N'est-ce pas? Alors justement, là, c'est clair, je peux effacer mon schéma, s'il vous plaît? Oui. Je peux? Très bien. Oui. Donc en fait, le désenfumage, c'est l'extraction des gaz brûlés ou des fumées vers l'extérieur. Alors, s'il vous plaît, ne pas confondre ventilation, regarde, et désenfumage. Ok? Ce sont deux fonctions différentes. Nous sommes d'accord? Oui. La ventilation,
Donc, s'il n'y a pas incendie, il n'y a pas de désenfumage. D'accord? Ok? Très bien. Mais le désenfumage aussi, il peut inclure la ventilation pour avoir de l'air frais qui va rentrer, pour assurer, disons, le déplacement des fumées ou des gaz brûlés vers l'extérieur. C'est clair? Très bien. Et donc, en fait, regardez, donc, ça c'est très important, je vous assure. Bon, on passe dans les locaux de travail, mais en fait, on le retrouve partout. On le retrouve partout. D'accord? Donc, voilà, donc, vous faites juste une lecture, le document, je vous l'ai envoyé tout à l'heure aussi. D'accord? Alors, maintenant, regardez, s'il vous plaît. Le but du désenfumage, le premier point, c'est quoi? C'est rendre praticable les chemins utilisés pour l'évacuation, sans panique et sans sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez compris à travers le premier point? J'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire rendre praticable les cheminements utilisés pour l'évacuation sans panique et en sécurité des équipes? Regardez. Regardez, s'il vous plaît. Je prends par exemple des locaux qui sont là. Bah, c'est des bureaux, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Regarde. Ok? Ça peut être n'importe quoi. Supposons maintenant que j'ai des types de bureaux de ce côté. Ok? Voilà. D'accord? Alors, supposons que de ce côté, j'ai un couloir. Ici, j'ai quoi? J'ai une cage d'escalier. J'ai une cage d'escalier de ce côté. D'accord? Ok? Les chemins qui sont utilisés, c'est quoi? C'est quoi? Donc, c'est les couloirs. Ok? C'est la circulation, n'est-ce pas? Ok? Oui. Ça, par exemple, c'est les cages, la cage escalier. Alors, les chemins utilisés pour l'évacuation, c'est quoi? C'est surtout les couloirs et la Les cages d'escalier. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il ne faut absolument pas que, si j'ai par exemple un incendie qui se déclare ici, il ne faut surtout pas que et puisse passer dans les chemins de fuite. Nous sommes d'accord? Oui ou non? Est-ce que c'est clair? Donc, il est absolu que cette fumée qui se produit ici, il faudrait que, qu'est-ce que je fais? Je l'extrais, d'accord? Extraire la fumée, voilà. Donc, extraire la fumée et l'envoyer à l'extérieur pour conserver tous ces chemins de fuite. Comment? Donc, en fait, safe, si on dit en anglais, donc safe, donc il ne faut pas que, en sécurité, pour que les gens puissent éventuellement, si vous voulez, se mettre à l'abri. Ils vont se mettre à l'abri sans problème, etc. Que je peux vous dire une chose, donc lorsque vous avez beaucoup de fumée, ben, si il y a beaucoup de fumée, les gens ne pourront même pas se déplacer. N'est-ce pas? Ok? Oui. Ensuite, ça c'est le premier point. Le deuxième point,
endroits de circulation, etc. Ok? C'est bon? Oui? Oui. Très bien, très très bien. Donc ça, c'est quelques définitions, etc. Maintenant, donc en fait, s'il vous plaît, donc avant de pouvoir savoir comment calculer la section des exutoires, donc en fait les ouvertures pour le, disons le, comment dirais-je, les exutoires, des définitions, il y a des définitions de Hakka, donc on peut, vous avez ce qu'on appelle le cadre dormant, le canton de désenfumage, le clapet de désenfumage, le compartiment, etc. On va passer rapidement parce que vous allez lire par vous-même, d'accord? Vous avez là, disons, la hauteur de la zone enfumée, la hauteur de la zone libre, sur la hauteur, c'est ça qui m'intéresse, d'accord? C'est ça qui m'intéresse, d'accord? Vous avez ce qu'on appelle la surface géométrique interlexutoire, donc ça s'appelle SGO, SGO. Donc si la sur n'est pas inventaire. Alors regardez s'il vous plaît, oui, ce schéma ici. Regarde, ok? Vous voyez ce schéma, non? Vous le voyez, s'il vous plaît? Oui, Très monsieur. bien, regardez. Supposons que je local. Je suis local, regarde. Bah, il se peut, par exemple, que dans ce local, si vous voulez, il y a un incendie. Ok? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous voyez un petit peu les rectangles que vous voyez ici? Ça, c'est ce qu'on appelle les exutoires, d'accord? Ok? C'est les exutoires. Ok? Ça, c'est un exutoire. Voilà. Donc, vous avez un exutoire, vous en avez là en plein. Donc, qu'est-ce que vous avez? Lorsque vous avez un incendie, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Les ouvrants, ils vont s'ouvrir automatiquement et vous allez avoir de l'air qui va. Ah, bien sûr, moi, qui ont l'habitude de partir, si vous voulez, au centre commercial Kababzoua, vous voyez la cage d'escalier, non? Ok? Oui. Vous voyez, si vous levez la tête, il faut qu'il y ait du vitrage, n'est-ce pas? Et vous avez des exemples, vous avez des parties, donc des ouvrants là qui s'ouvrent automatiquement en cas d'incendie pour faire évacuer les fumées éventuelles. D'accord? Regarde. Oui. Donc regardez maintenant, donc, un exutoire, voilà qu'est-ce que c'est qu'un exutoire. D'accord? Maintenant, il y a d'autres, si vous voulez, il y a d'autres choses que nous avons définies. Vous avez ce qu'on appelle les cantons des enfumages et les retombées sous toiture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez compris? Un canton de désenfumage et les retombées sous toiture. Alors, regardez, s'il vous plaît. Si je prends, par exemple, si je prends un local que j'ai ici, alors je le dessine tel qu'il est là, d'accord? Ok? Regarde. Bon. Bien sûr, qu'est-ce que vous avez? Si je regarde mon schéma, vous avez une certaine hauteur ici, n'est-ce pas? Que j'appelle H1, on va la définir par la suite, ok? Regarde le schéma, ok? Ici, vous avez une certaine hauteur H2. Nous sommes d'accord, oui ou non? Oui ou non? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, si je prends par exemple, si vous voulez, mes exutoires qui sont là, regarde, je les place ici, ok? Est-ce que je peux définir? Je peux définir par exemple une hauteur comme ça, qui passe par les axes de ces exutoires, d'accord? Je peux avoir par exemple une hauteur moyenne, n'est-ce pas? Ce n'est ni le maximum, ni Le minimum. le minimum, d'accord? Ok? Alors bien sûr, maintenant, s'il vous plaît, donc regardez, on a maintenant ce qu'on appelle des retombées de poutre, d'accord? Donc les retombées sous toiture, donc vous avez les retombées sous toiture, elles sont comme ça. Vous les voyez? Regarde. Oui, non. C'est ça? Vous avez des retombées sous toiture. Alors regardez s'il vous plaît. Si j'ai par exemple un incendie ici, bien sûr la fumée va monter comme ça, n'est-ce pas? Regarde, ok? Oui, non. Alors regardez, supposons dans le cas où je n'ai pas ces retombées de sous toiture. La fumée elle va monter comme ça, une fois que ce volume il va se remplir, qu'est-ce qu'elle va faire? La fumée va venir dans ce sens, n'est-ce pas? Regarde. La fumée va se propager dans les deux sens ici, éventuellement. Regarde, ok? Oui, non. Maintenant, si j'ai mes retombées de poutre ici, la fumée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir du mal à passer, n'est-ce pas? Parce qu'elle est obligée de
de redescendre pour ensuite remonter. OK? Oui. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai créé? Donc, en fait, les retombées de poutre, à quoi servent les retombées de poutre? À quoi servent les retombées de poutre? À quoi servent-elles? Pour limiter la propagation des fumées. Exactement, c'est éviter la propagation, le transfert de fumée entre différents espaces. N'est-ce pas? Maintenant, regardez qu'est-ce que j'ai donc. Vous avez aussi les cantons de désenfumage. Donc, ici, vous en avez un deuxième, un troisième et un quatrième. C'est ce qu'on appelle les cantons de désenfumage. Les cantons, c'est quoi? C'est des espaces et des volumes. D'accord? Les cantons de désenfumage, d'accord? Ce sont, si vous voulez, des volumes qui sont créés ici. Vous avez toutes les définitions ici. OK? Vous avez toutes les définitions ici, etc. D'accord? On a bien sûr ce qu'on appelle les écrans de cantonnement. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les retombées sous toiture, ce qu'on appelle un écran de cantonnement. D'accord? Il s'appelle écran de cantonnement. OK? N'est-ce pas? En fait, qu'est-ce que vous devez avoir? Si je prends, par exemple, s'il vous plaît, je ne considère pas les retombées sous toiture. Si j'ai un grand volume, par exemple, si j'ai ce volume ici, d'accord? Le volume, il peut être très important, n'est-ce pas? Oui ou non? La surface aussi peut être très importante, la surface au sol. Et donc, en fait, la réglementation nous donne en général les surfaces que l'on doit avoir, d'accord? Les surfaces que l'on doit avoir, donc en fait, pour avoir des cantonnements, d'accord? Donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Si j'ai, par exemple, une certaine longueur qui est ici, qui est très importante, d'accord? Ici, par exemple, qui est très, je dois la limiter, etc. D'accord? OK? Et donc, qu'est-ce que je fais? Je crée des cantonnements. C'est ce qu'on appelle, je crée des cantonnements. Regarde, on va voir la technique comment créer des cantonnements tout à l'heure. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Oui ou non? C'est clair? Donc, en fait, les retombées sous toit, c'est ce qu'on appelle des écrans de cantonnement. Ils empêchent la fumée ou les gaz chauds de se déplacer vers les locaux adjacents, n'est-ce pas? Regarde. Donc, il diminue un petit peu la hauteur géométrique minimale de votre local. Maintenant, les cantons, c'est quoi? C'est de créer des volumes plus petits que le volume original, donc le volume, si vous voulez, de départ que j'avais. D'accord? On va voir donc en fait comment faire ces cantons, etc. Alors, si vous regardez ici, avec le schéma explicatif, la réglementation, c'est ce que vous avez ici. C'est ce qu'on appelle l'APSA 17. La règle 17, ce qu'on appelle l'APSA 17, c'est une réglementation qui vous donne un petit peu toutes les informations sur le désenfumage, comment il doit se faire. Ce n'est pas unique, bien sûr, il y en a d'autres. C'est clair? C'est clair, s'il vous plaît? Donc voilà, donc ça c'est lorsque vous avez par exemple ce type de toiture, vous pouvez par exemple avoir une toiture plate. On va avoir une toiture plate, n'est-ce pas? OK? Et donc en fait, donc, les exutoires sont placés directement, d'accord, sur le toit, etc. Et vous avez aussi, donc vous créez aussi des cantons de désenfumage, etc. Vous avez toujours des retombées sous toiture qui, disons, pour délimiter les volumes, le grand volume, vous le mettez en petit volume pour éviter la propagation de la fumée, disons, à travers le local que vous avez. C'est clair? Oui ou non? Oui. Très bien, on continue. Et donc en fait, bon, vous avez maintenant la surface libre, on va la voir tout de suite ici. Donc vous avez, voilà ce qu'on avait défini tout à l'heure. C'est ce qu'on avait fait, d'accord? C'est concernant les hauteurs, d'accord? Si par exemple vous avez un local qui est ici, donc les définitions, il faut les connaître, d'accord? Si vous avez un incendie qui se déclare ici, si vous avez par exemple le schéma géométrique de votre local, donc qu'est-ce qu'on avait? On avait dit que ça c'est quoi? C'est le niveau supérieur, donc c'est la hauteur maximale, n'est-ce pas? Et là, vous avez ensuite, ici, qu'est-ce que vous avez? Le niveau inférieur, c'est la hauteur, disons, minimale de votre local que vous avez. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, la limite inférieure des retombées sous toiture. D'accord? Regarde? OK? Maintenant, ce que vous avez, la moyenne, là, disons, le niveau médian de la couverture, c'est ce que j'appelle la hauteur de référence. Ce que j'appelle la hauteur de référence. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout cette hauteur que j'appelle, si vous voulez, là, la zone enfumée. C'est la zone enfumée. OK? C'est la zone qui contient un certain volume de fumée ou de gaz chaud, etc. Regarde, vous avez ici donc la face supérieure du plancher ou ce que vous voulez, ou là un sol, peu importe pour moi. Est-ce que c'est intermédiaire ou là
original. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ah, le schéma, il faut le connaître aussi, donc pour avoir un petit peu toutes les définitions, parce que il va être utilisé par la suite pour calculer les sections des exutoires, etc. OK? OK? Maintenant, regardez, si je prends un exutoire, voilà un petit peu. Un exutoire, c'est juste une ouverture, d'accord? Un exutoire, c'est juste une ouverture, donc en fait, dans le toit. Alors, en fait, si je prends, vous connaissez les vasistas, s'il vous plaît? Parfois les vasistas. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un vasistas? Non. C'est les trappes. Les trappes. Regarde. Si je prends par exemple les trappes, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un cadre, certainement. D'accord? Vous avez un cadre. D'accord? Vous avez un cadre, et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre élément qui vient là, disons, qui se ferme, d'accord? Vous avez votre élément qui est là et qui se ferme ici. Regarde, là, monsieur, c'était ça, non? Oui, oui, monsieur. Yeah. Oui, oui. Très bien. Et donc, en fait, si je suppose que ça, si vous voulez, c'est mon exutoire, d'accord? Alors, bien sûr, cet élément-là, bon, il est placé quelque part. Il est placé quelque part, donc, si vous voulez, sur, par exemple, une paroi, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Oui, non. C'est ça? Il est placé sur une paroi. Alors, si je regarde ici, donc, en fait, j'ai cette dimension, d'accord, que j'appelle D1. Regarde, ok? Et j'ai cette dimension que j'appelle D2. Bon, ça, c'est lié à la surface de toute façon, d'accord? Je mets carrément, donc je mets SA et S2 pour ne pas, si vous voulez, être en ambiguïté. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Alors, regardez, qu'est-ce que j'ai ici? En fait, regardez, on définit, si vous voulez, deux paramètres. C'est ce qu'on appelle la surface géométrique, La surface utile. SG, et la surface utile, que j'appelle SUE. N'est-ce pas? Alors, le schéma, c'est clair. La surface géométrique, c'est quoi? C'est la surface S1 d'après le schéma que j'ai fait, n'est-ce pas? Oui. Regarde. Ok, Oui, donc c'est le cadre que vous avez. La surface utile, c'est quoi? C'est l'ouverture elle-même, c'est l'ouverture elle-même, n'est-ce pas? Regarde, c'est l'ouverture elle-même que vous avez ici. Ok? Est-ce que c'est clair? Oui. Très très bien. Maintenant, donc, vous avez aussi donc, des tas de réglementations. Donc, puisqu'on parle, si vous voulez, des textes réglementaires, ça c'est important, d'accord? Il faut toujours se refaire à la réglementation. Vous savez, j'ai toujours dit, donc en fait, comment dire, donc l'ingénieur, il n'a jamais rien inventé. Nous sommes d'accord là-dessus? Oui. Qu'est-ce qu'il fait l'ingénieur alors, s'il n'invente rien? Qu'est-ce qu'il fait? Il applique la réglementation. Merci Zimouche. Effectivement, ça c'est ce que toujours dit à vos collègues qui sont passés. Un ingénieur n'a jamais rien inventé, bien sûr, dans le domaine de son travail, au moins qu'il soit chercheur, mais il ne fait qu'appliquer la réglementation. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir faire un projet correctement, pour faire un travail quelconque, il faut avoir les outils de travail, n'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc en fait, et donc, si vous voulez, donc il faut connaître la réglementation. Il faut connaître la réglementation. OK? Il faut connaître la réglementation parfaitement pour pouvoir appliquer, si vous voulez, par exemple, dans le cadre des enfimages, toutes les méthodes de calcul dimensionnant, par exemple, des histoires. Alors, ici, par exemple, un ventail, le ventail, c'est quoi le ventail, s'il vous plaît? Vous voyez le ventail? OK? C'est quoi le ventail? Le ventail, c'est ça. Donc, le ventail, c'est la partie mobile principale de l'exutoire. Regarde. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un ventail. OK? C'est la partie mobile de votre exutoire. Donc, vous avez l'exutoire là-haut. Donc, tout ça, c'est l'exutoire. D'accord? Regarde. Donc, vous avez le cadre. Ça, c'est le cadre dormant, ce qu'on appelle le cadre dormant. D'accord? OK? Et ça, vous avez le ventail, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, non. Oui. Donc, voilà. Donc, vous avez donc, il faut connaître, si vous voulez, parfaitement
l'application des règles que vous devez avoir, s'il vous plaît. Regardez par exemple, le désenfumage n'est pas, si vous voulez, appliqué de la même manière si par exemple vous avez des EAP ou si vous avez des IGH. Nous sommes d'accord? Ou bien si vous voulez disons, des applications dans le chaque domaine a sa propre réglementation concernant, si vous voulez, disons, la pratique, la mise en œuvre des désenfumages, etc. Alors, le premier, bien sûr, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, lorsqu'il s'agit par exemple des établissements commerciaux, vous avez ce qu'on appelle le code du travail, n'est-ce pas? Vous avez le code du travail que vous avez ici, regarde. Ensuite, vous avez par exemple les réglementations classées, c'est ce que vous pouvez avoir, donc le stockage des matières, etc., etc. Regarde. Ok? Ensuite, vous avez aussi quoi? J'écoute. Donc, vous avez par exemple les établissements secondaires, ce qu'on appelle les ERP, d'accord? Vous avez toute la réglementation qui est là, regarde, ok? Voilà un petit peu. Donc, vous avez par exemple, bien sûr, les ERP, c'est spécifique pour chaque application, etc. Regarde. Vous avez aussi, ça c'est important, on le rencontre souvent, c'est les packs de stationnement, n'est-ce pas? C'est les packs de stationnement, vous avez toute la réglementation que vous avez ici, d'accord? Ensuite, vous avez les règles techniques que j'ai énumérées tout à l'heure, ce qu'on appelle la règle APSAT 17, qui concerne les enfumages, par exemple, ça c'est les assureurs, d'accord? Ok? Donc, vous avez aussi les IGH, les immeubles de grande hauteur, donc toute la réglementation spécifique pour chaque application que vous avez ici, n'est-ce pas? Regarde. Ah, maintenant, donc, vous avez par exemple, on arrive donc, vous avez toutes les normes que vous avez ici. Ce qui m'intéresse maintenant, s'il vous plaît, c'est de savoir donc ici, le type de désenfumage que j'ai. D'accord? Alors, le désenfumage, il peut se faire comment? De façon naturelle, n'est-ce pas? Oui? Il peut se faire de façon naturelle, tout simplement. Il n'y a pas ni de gaine, ni quoi que ce soit, etc. Regarde. Alors, quand on parle, si vous voulez, de système naturel, ça veut dire quoi? Oui? J'écoute. Regardez, s'il vous plaît. Si je prends par exemple, une cage d'escalier, regarde, ok? Si je prends une cage d'escalier, j'ai ici par exemple, en supposant que j'ai une cage d'escalier là, ok? Etc. Regarde. Etc. Ok? Bon. Et j'ai par exemple ici, bien sûr, la toiture qui est là. La toiture qui est là, d'accord? J'ai une toiture qui est là. Donc en fait, pour assurer le désenfumage de cette cage d'escalier, qu'est-ce que je vais faire, s'il vous plaît? Regardez qu'est-ce que j'ai. D'accord? Le désenfumage compartiment du canton est assuré par des exécuteurs des ouvrants en toiture. D'accord? C'est des ouvrants en toiture, n'est-ce pas? Oui, non. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un exutoire ici, regarde. Ok? Ok? Je vais avoir un exutoire ici. Et en deuxièmement, donc, les associés à des amenés d'air, comment? Oui, j'écoute. Oui? D'une surface au moins équivalente. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, le compartiment assuré par des exutoires ouvrants en toiture et en façade associés à des amenés d'air d'une surface au moins équivalente. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Supposons par exemple que je vois ici, donc si j'ai mon bâtiment qui s'arrête là, regarde, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de ramener de l'air par la partie basse. D'accord? Et bien sûr, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, s'il y a un incendie, par exemple, qui est ici, si vous avez des fumées qui rentrent ici, ben l'air, le mouvement de l'air, il va induire, disons, le mouvement des fumées que je vais avoir ici. D'accord? C'est ce qu'on appelle un désenfumage naturel. Donc, vous avez une ouverture par le bas, et vous avez une ouverture par le haut. N'est-ce pas? Regarde. Oui. Bien sûr, il faudrait que, minimum, la section disons, d'amener d'air, il faudrait qu'elle soit au moins égale à celle de l'exutoire que vous avez.
Bien sûr, selon l'importance, si vous voulez, de votre projet. Oui ou non? C'est clair, s'il vous plaît? Oui, C'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? oui, oui. Oui, monsieur. On continue. Donc, maintenant, le deuxième point, c'est quoi? Mécanique. Le système mécanique. Et c'est clair. Mécanique, c'est comme on l'a vu en ventilation. Donc, en fait, et vous avez un ventilateur pour l'extraction, éventuellement. Et alors, vous pouvez avoir, par exemple, une amenée d'air naturelle et une sortie d'air naturelle, des fumées naturelles, n'est-ce pas? OK? Regarde. Maintenant, vous pouvez par exemple avoir une amenée d'air de ce côté naturel et vous pouvez avoir par exemple un extracteur, ici un ventilateur, un caisson d'extraction au niveau de votre exutoire, n'est-ce pas? OK? Oui. Ah, vous pouvez aussi avoir mécanique naturelle, etc. Tout ça, c'est résumé, d'accord? Tout ça, c'est résumé ici, d'accord? Tout ça, c'est résumé ici. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans ce tableau? On peut voir 4 possibilités. Donc, l'amenée d'air se fait naturelle, extraction naturelle, amenée d'air naturelle, extraction mécanique, mécanique naturelle et mécanique mécanique. N'est-ce pas? On revient un petit peu au cours de ventilation, n'est-ce pas? Oui ou non? D'accord? Donc, vous avez un petit peu donc, ce qui est ici. Et bien sûr, maintenant, donc, ce qui est important pour moi, donc le principe, si vous voulez, de désenfumage, on l'a vu en ventilation, c'est soit par balayage, regarde, ok, soit par mise en dépression du local ou par la combinaison des deux méthodes. Voilà. Donc voilà un petit peu comment les choses fonctionnent exactement. C'est clair? Oui ou non? Oui, monsieur. Maintenant, ce qui est important pour moi maintenant, c'est le choix. C'est ça, non? C'est le choix de la surface des exutoires. Regarde le chien, c'est le choix de la surface des exutoires. Bien sûr, donc, d'après vous, le choix des surfaces, c'est fonction de la quantité de fumée que j'ai, n'est-ce pas? Que je produis, que l'incendie produit, de manière générale. OK? Alors, bien sûr, vous avez, si vous voulez, des règles, disons, qui sont utilisées. D'accord? On va le voir. Donc, en fait, ça, c'est les fabricants, donc, en fait, qui vous donnent les exutoires que vous pouvez avoir ici. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. D'accord? C'est pas ça qui m'intéresse. Donc, voilà. On va voir maintenant, si vous voulez, comment déterminer la surface des exutoires. D'accord? Vous avez maintenant le texte réglementaire, vous avez toutes les textes réglementaires, vous pouvez les télécharger éventuellement sur, disons, à partir disons, des sites de ces fournisseurs, d'accord? Vous avez, alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ça, d'accord? Voilà. Dans la section des enfumages, alors qu'est-ce que vous voulez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous lisez ici? Qu'est-ce que vous lisez dans ce paragraphe? S'il vous plaît, alors qu'est-ce que vous lisez? C'est par exemple, c'est la réponse à la question quand est-ce que je dois désenfumer, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas, oui, là? Oui. D'accord? C'est la réponse à la question quand est-ce que je dois désenfumer. Alors, regardez ici. Donc, le premier, c'est quoi? C'est tous les locaux de plus de 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Ça, c'est la première règle. Regardez, monsieur, là. Quelle que soit leur position, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Quelle que soit leur position. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? Les locaux aveugles de plus de 100 mètres carrés. Alors, qu'est-ce que vous entendez par locaux aveugles? Monsieur ma fille, je dis fenêtre. Pardon, ces locaux qui sont à l'intérieur, par exemple, des zones d'un bâtiment où vous n'avez aucun contact avec l'extérieur. Regarde. Voilà, oui. OK? Ensuite, les locaux en sous-sol, de plus de 100 mètres carrés. OK? Aussi, quoi aussi, le plus important aussi, c'est tous les escaliers encloisonnés ou non. C'est-à-dire, quelle que soit la position de votre cage d'escalier, vous êtes obligé de la désenfumer. OK? Regardez le chagrin. Oui. N'est-ce pas? Ben, je pense qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui. On continuera par la prochaine fois, Inch'Allah. Vous avez des questions à poser pour qu'on se quitte? J'écoute. Non? Pas de questions. Ok, allez, bon courage et à demain, Inch'Allah. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir.